existence, l'être est soumis aux pressions de son environnement. Ses premières réactions sont naturellement programmées. Cependant, il doit très vite devenir autonome, percevoir cet environnement qui lui est imposé, s'y adapter, y évoluer. Il lui faut connaître, juger, décider, agir. Seulement dans la position d'équilibre instable qu'il occupe, pris comme dans un étau entre son monde intérieur et le monde extérieur, tous deux si vastes et déterminants pour son existence, sur un point minuscule et tellement mouvant de l'espace-temps, quelle est la place laissée à son libre arbitre? Dans quel domaine et jusqu'à quel point sa décision peut-elle véritablement s'exercer? Qu'il soit confronté à un événement aussi naturel que la mort ou à un de ces phénomènes qualifiés de paranormaux, l'homme est toujours désarmé. Qu'il croit ou ne croit pas, il subit. Entre le rejet absolu et l'adhésion totale qui ne peuvent libérer, on peut essayer d'approcher le plus objectivement possible cet inconnu agressif, inquiétant. Nos certitudes culturelles et idéologiques s'estompent au fond de nos rêves. Alors, pourquoi ne pas les oublier un peu vers un regard plus neuf, pour des horizons différents? Que ces phénomènes aient ou non une réalité objective, leur existence ne fût-ce que dans l'imagination humaine est pour le moins digne d'intérêt. La parapsychologie peut et doit procéder de cette approche ouverte et respectueuse. Lorsque les faits semblent échapper à nos lois, à notre mode de pensée, ne concluons pas hâtivement à leur inexistence. Les physiciens du début de ce siècle, Planck, Einstein, de Broglie, ont su remettre en question les principes classiques et élaborer des théories dissidentes adaptées à une connaissance nouvelle de la matière. Depuis longtemps, l'expérience a justifié leur audace. La physique classique n'expliquait pas tout. Si un grand nombre des phénomènes autrefois considérés comme extraordinaires sont aujourd'hui parfaitement élucidés, il en subsiste cependant qui nous laissent encore perplexes. À ce titre, Siddeville constitue une des affaires les plus célèbres dans le monde de la parapsychologie. La multitude des témoignages, la masse des documents et des traces qui s'y rapportent, les nombreuses enquêtes menées depuis plus d'un siècle n'ont pu confirmer ou infirmer son authenticité. L'histoire, elle, existe. L'abbé Cochet, correspondant de l'Institut de France, inspecteur des monuments historiques et religieux de la Seine inférieure, nous décrit le site en ces termes. C'est un lieu sauvage, isolé, désert, presque inabordable que Siddeville. Malgré le chemin de fer qui le traverse, le vallon d'Estonal au bord duquel il est situé et la proximité de Rouen, j'ai été frappé de l'aspect agreste que présente ce pays, de la pauvreté des chaumières et de l'air étrange qu'on y respire. On s'y croirait à 100 lieues de la civilisation. L'église est située dans un cimetière entouré de murs. Elle est simple et chétive, à l'exception du clocher, dont la flèche d'ardoise était lancée avec grâce et légèreté. Mais la base en briques, surmontée d'une carrure en charpente, est un argument de plus de la pauvreté de ce village. Avant les faits que nous allons conter, le seul événement notoire intervenu dans l'histoire du village est le séjour qu'y fit Voltaire, ami de monsieur de Siddeville. Une vieille tradition locale lui attribue le dessin des lambris de l'église dont il fit don à la paroisse. Comme le remarque l'abbé Cochet, après la chapelle de Ferney, c'est peut-être la première fois qu'on rencontre Voltaire s'occupant d'une église. Il faut donner à son âme toutes les formes possibles.
C'est un feu que Dieu nous a confié. Nous devons le nourrir de ce que nous trouvons de plus précieux. Il faut faire entrer dans notre être tous les modes imaginables, ouvrir toutes les portes de son âme à toutes les sciences et à tous les sentiments. Pourvu que tout cela n'entre pas pêle-mêle, il y a place pour tout le monde. À Sitteville, ce 18 février 1737. Félix Torel, berger sédentaire, employé de maître Pain, propriétaire à Sitteville. Depuis plusieurs générations, les Torel comptaient parmi les meilleurs bergers de la région. À défaut de savoir lire et écrire, cette tradition familiale et professionnelle leur avait conféré une solide réputation. Il passait la plus grande partie de sa vie entouré de ses bêtes, au sein de cette nature sauvage qu'il connaissait si bien. Dès l'âge de 5 ans, il avait tant appris à y vivre seul, à se confondre avec elle, qu'il avait fini par lui ressembler mystérieux, impénétrable, tel qu'il était perçu par les gens du village. On ne lui avait pas appris à communiquer et il était considéré comme un homme à part depuis toujours et pour toujours isolé. Cette situation d'exception par rapport au groupe que vivaient les bergers engendrait à leur égard des jugements divers, souvent fondés sur la méfiance et propices à la superstition, qui avaient contribué à mieux souder leur confrérie. En conséquence, on prêtait à Torel des pouvoirs tantôt maléfiques, tantôt bénéfiques. Cette attitude des gens du village eut probablement une grande importance pour les événements qui suivirent. Un homme, pourtant, entretenait des relations suivies avec les bergers de la région qu'il visitait régulièrement. Girard, le guérisseur. Torel lui vouait une admiration sans borne, et ce jour-là, il écoutait douloureusement celui qu'il considérait comme son maître raconter ses démêlés avec Tinel, curé de Sitteville. Le curé a mis en garde contre moi les 3 bergers de Limousin. Il m'accuse d'être responsable de la mort de grands gens que je n'ai pu sauver. On en parle dans les villages et les campagnes d'alentour, car il n'a pas hésité à prononcer publiquement ses accusations lors du sermon à la grand-messe de dimanche. Il est de mon devoir de vous prévenir du mal. Le guérisseur Girard est un homme dangereux et sa fréquentation met en péril votre âme. Je ne tolérerai pas de telles pratiques païennes dans ma cure. Le médecin existe pour le mal du corps, le prêtre pour le mal de l'âme. Girard sans le souffre. Ne risquez pas votre âme. Ce prêtre pense agir pour le bien de ses paroissiens. Il ignore tout de nous et craint pour ses ouailles. Pour tous, il est préférable que, dès cette nuit, je m'éloigne pendant quelque temps. Avant, je me rendrai chez Adèle, où l'on m'attend.
Girard, rentre vite. Merci d'être venu. Vous restez notre seul espoir. Ni les remèdes des médecins, ni les messes, ni les prières n'ont pu soulager mon mari de son mal. Il est là. Bonsoir, Marie. Comment va le malade? Mal. Suppôt du diable. Toi ici, il ne t'a pas suffi d'avoir empoisonné un père de famille au village de Limésie. Il faut encore que tu viennes ici, dans ma paroisse, faire ta sorcellerie. Hors d'ici. Malgré mes mises en garde, insolent, tu me défies. Quitte ce lieu. Je te promets de mes nouvelles. Je saurai t'empêcher de nuire. Dès qu'il apprit la nouvelle, Thorel fut d'abord en proie à une sourde colère. Pour lui, sans aucun doute, le coup venait de Tinel. Des sentiments aussi divers que violents se heurtaient dans sa tête. Puis, curieusement, le souvenir de Girard ramena le calme en lui. Le maître lui-même n'avait-il pas décidé de s'éloigner, refusant de s'opposer de front à l'attitude du curé? Même si l'arrestation revêtait à ses yeux un caractère de gravité exceptionnelle, d'injustice flagrante, il ne devait pas se conduire de manière irréfléchie, mais plutôt prendre modèle sur la sagesse du guérisseur. Dans le pays, on se garda bien de commenter l'événement. Les mois passèrent.
La vie du village avait repris son cours. Les craintes et les haines semblaient avoir de nouveau fait place à la quiétude. Le curé, satisfait d'avoir rétabli l'ordre dans sa paroisse, avait ainsi conforté sa position devant les fidèles dont il avait raffermi la foi. Il était de nouveau le seul directeur des consciences. S'il restait une âme à gagner, c'était bien celle du berger. Mais Dieu fait bien les choses. Chez Thorel, on attendait une naissance. Le baptême qui suivrait l'obligerait à demander au prêtre pour son enfant la protection divine. Ainsi, l'autorité de Tinel serait confirmée de manière éclatante. Bonjour, monsieur le curé. Vous venez chercher votre pain? Voici. Très bien. À demain. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors, ça va les aveux? Ça fait pas beaucoup de potins, hein? Non. Alors, ça marche? Ah ben c'est bien. Continuez. Le séjour au cachot avait aigri le guérisseur. Cela suffit à réveiller une volonté de vengeance qui, chez le berger, s'était à peine assoupie. Le curé se rendit au marché d'Hierville. Il était accompagné de sa servante et des deux enfants, Clément Bunel et Gustave Lemonnier, dont l'éducation lui avait été confiée. Thorel était là, qui guettait. Sur le chemin du retour, l'enfant éprouva un malaise. Agité de tremblements nerveux, il se plaignait de ressentir un poids sur la poitrine. Monsieur Cheval l'envoya boire à la forge un verre d'eau de fer. Sans doute le voyage l'avait incommodé et ce remède le remettrait d'aplomb.
Monsieur le curé, ayant lu dans la Patrie du 3 avril 1853 un article relatant les faits singuliers qui se produisirent dans votre presbytère de novembre 1850 à février 1851, je vous saurai gré, si ce n'est abusé de votre temps, de m'apporter confirmation des éléments produits dans cet article et de me fournir certains détails nécessaires aux recherches que je poursuis depuis plusieurs années sur les fondements du spiritisme. Je vous prie de croire que ma démarche est celle d'un homme intègre et rigoureux qui espère ainsi approcher un peu mieux la connaissance de l'homme. Est-il exact que, pendant la période où se sont déroulés les événements, les enfants qui vivaient près de vous furent victimes de troubles du système nerveux? Avez-vous remarqué une régularité chronologique de ces faits? La lutte que vous avez menée avec le secours de Dieu a-t-elle immédiatement influencé le cours des événements? Est-il vrai qu'ils ne cessèrent totalement que lorsque les enfants eurent quitté le presbytère? Parmi les nombreuses personnes qui se sont rendues sur les lieux, auriez-vous constaté que certaines d'entre elles La lecture de cette lettre me laissa quelque peu désemparé. Elle agitait en moi des souvenirs insoutenables qui commençaient à peine à s'estomper. J'hésitai longuement avant de répondre, mais je ressentais comme un devoir le témoignage que demandait cet homme. Au soir de notre retour du marché, les enfants se plaignirent d'entendre de légers bruits dans les murs de leur chambre. Ces bruits leur semblaient si inhabituels qu'ils en étaient fort tourmentés. Je n'y prêtais que peu d'attention, car à cette époque de l'année, souris et campagnols avaient coutume d'investir les lieux. Les jours suivants, jusqu'au samedi, cela se reproduisit de la même façon, et toujours vers 5 heures du soir dans la salle d'études. Je fus surpris de voir des enfants aussi sérieux accorder une telle importance à la chose. Ils manifestaient une grande nervosité et je commençais à m'inquiéter. Pour Clément en particulier, dont l'état de santé ne s'était pas amélioré depuis le mardi. Mon étonnement fut à son comble lorsque le dimanche midi, les 2 garçons m'annoncèrent qu'ils avaient pu commander au bruit de s'arrêter. Après les vêpres, je me rendis avec eux dans la salle d'études où il se fit entendre à nouveau. Devant l'obstination de Gustave, je me risquai à ordonner au bruit de s'amplifier. Aussitôt, il se produisit un fort craquement que j'attribuais encore au hasard. Dans les jours qui suivirent, j'eus l'occasion de mesurer mon erreur. Et les événements prirent une tournure telle que mon scepticisme fut vite balayé. Pendant 3 mois, nous allions vivre un cauchemar.
J'entrepris de lutter seul avec les moyens que me donnait mon sacerdoce. Exorcizote, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi, eradicare et effugare ab hoc plasmate Dei, ipse tibi imperat, quid de supernis celorum in inferiore terrae demergi praecepit, ipse tibi imperat, qui Mari ventis et tempestatibus imperavit. Audietur et time Satana, inimice fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, Peut-être n'avais-je pas su obtenir l'aide de Dieu. Je me retrouvais implorant dans la solitude de l'échec. Je décidai alors de rompre le secret et de demander conseil aux prêtres des paroisses voisines. L'un d'entre eux, le curé de Motteville, me suggéra d'intervenir sur Clément Bunel, dont la présence coïncidait avec les phénomènes qui semblaient vouloir s'acharner sur lui. Ce fut un nouvel échec. J'eus même l'impression que cette action ne fit qu'aggraver les manifestations. Je me rappelle l'expression épouvantée de notre facteur quand il vit un marteau s'envoler de la table de la cuisine pour traverser la fenêtre avec fracas. Ma sœur, poursuivie par une table dans la chambre. Marie, la servante, écartant tous les objets fragiles de peur qu'ils ne se brisent au passage de Clément. Les bruits devinrent insupportables et résonnaient bien au-delà de nos murs, à tel point que je ne pus éviter d'informer monsieur le maire. Tout le village fut rapidement alerté, et les plus hardis de nos gens, ou les plus curieux, nous firent de nombreuses visites pour se rendre compte. Je me tournai enfin vers mes supérieurs ecclésiastiques et résolus de me rendre à l'évêché de Rouen. Convaincu de l'origine diabolique des faits dont il était victime, le curé Tinel avait fini par vaincre ses hésitations. Certes, il n'était guère aisé pour un simple curé de campagne d'aller conter de telles mésaventures au prélat de l'évêché. Mais il ne pouvait plus supporter ces épreuves qui le mettaient en grand péril, et il savait que là, on aurait les moyens de l'en délivrer. On écouta son récit avec un scepticisme à peine voilé. Mais par crainte de voir un scandale porter atteinte à l'Église dans une époque si troublée politiquement, par pitié aussi pour ce prêtre dont les traits tirés trahissaient la lutte désespérée, il fut décidé que l'épiscopat enverrait 2 de ses vicaires pour enquête.
Nous fûmes hébergés chez l'un des vicaires qui devait venir à Cideville. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais confiant, rassuré. Le fait de passer une soirée, une nuit, loin de ce presbytère maudit, n'était sans doute pas étranger à cette impression. Comme nous nous apprêtions à souper, la table fut subitement agitée. Les couverts s'entrechoquaient, la vaisselle volait en éclats. Nous n'avions encore jamais rien vu de tel. C'était bien à nous, et non à un lieu, que s'attachaient ces manifestations démoniaques. Avant notre retour, j'essayais de rencontrer M. Freisser, un physicien qui pourrait peut-être m'apporter le secours de sa science. Mais il était absent, plus désemparé que jamais. Ne sachant pas où je pourrais encore trouver assistance, un souvenir me revint à l'esprit. Dans le village, on reparlait de Girard et du berger Torel. On considérait qu'ils étaient à l'origine de ce qui se passait. Ce suppôt du diable que j'avais chassé de ma paroisse, n'essayait-il pas de se venger? L'idée se mua rapidement en conviction. Entre le prêtre et le berger, le conflit était ouvert. Chacun d'eux avait ses partisans et la vie du village en fut grandement troublée. On décida qu'une rencontre publique aurait lieu à la mairie, pendant laquelle Torel devrait s'expliquer. Lors de cette confrontation devant les notables, le berger tomba à genoux en implorant mon pardon. Il me faisait peur. Puis il s'approcha de moi en essayant de me toucher. Adossé au mur, ne pouvant plus reculer, je lui assénai un coup de ma canne qui se brisa sous le choc. Après l'incident, Torel poursuivit le prêtre devant le tribunal de Yerville. C'est grâce à ce procès dont on a retrouvé les traces et qui fit intervenir une trentaine de témoins que cette affaire est si bien connue. Romain Letellier, maréchal à Cideville. Stanislas, propriétaire de Cideville. J'ai vu plus de 150 personnes qui se rassemblaient autour du presbytère pour entendre ces bruits. Les bruits mystérieux étaient très forts. Anatase Bouffet, vicaire à Saint-Maclou de Rouen. Au cours de ce procès, 6 autres prêtres apportèrent des témoignages identiques. Uniquement dans les appartements où se trouvaient les enfants, aussi bien à l'église que dans le presbytère. Ce bruit était intelligent et obéissant. Allez-y. Adolphe Cheval, maire et cultivateur à Cideville. Étant un jour à la charrue, M. Torel est venu me voir et me dire: il y a 3 semaines que le père Girard est sorti de prison. Il en veut à monsieur le curé, parce que celui-ci l'a empêché de gagner son pain en le renvoyant de chez un malade qu'il voulait guérir. Monsieur le curé l'a dénoncé et l'a fait mettre en prison. Girard est très instruit, est très savant, et il peut même lutter contre un curé. Louis Aimable Bréard, commis intéressé dans une maison de commerce de Rouen. Pour ma part, je ne m'explique pas l'origine de ce bruit. Nicolas Boniface Dufour, facteur à Yerville. J'ai vu une croisée cassée par une force invisible. Marie-Françoise Adolphine Deschamps, épouse de Saint-Victor, propriétaire à Ambleville-sur-Vie. Le 8 décembre, après Vêpres, étant au presbytère de Cideville, je sentis une force invisible me tirer par la mante et me secouer fortement. J'ai la certitude que ces faits observés au presbytère de Cideville sont de nature extraordinaire et ne peuvent être l'œuvre d'un être humain. Auguste Athanas, Lecourtre, charpentier à Cideville.
Jean-Baptiste Seigneur, cultivateur chez mon père à Montcobert. Apollinus, varin, épicier. Raoul Robert de Saint-Victor, propriétaire à Angleville-sur-Scie. Lors de ma première visite avec Monsieur Cheval, maire de Sitteville, nous avons visité ensemble toute la maison. Et nous avons pu constater que la table où travaillaient les enfants se déplaçait sous nos yeux. Pour nous assurer que les enfants n'étaient pas les auteurs de ce phénomène ou qu'ils n'en avaient pas accès, je les fis moi-même se déplacer et s'asseoir au milieu de la chambre. Et la table se déplaça de nouveau. Monsieur Cheval et moi avons été dans l'impossibilité de la retenir. Elle semblait s'avancer et se décoller de la muraille, malgré nos efforts pour la retenir. Un mouvement lent, régulier et irrésistible. Je voulus aussi étudier la nature du son produit. Je ne pus rien trouver de véritablement ressemblant. Même en entrechoquant deux objets durs l'un contre l'autre, comme bois contre bois, fer contre fer ou bois contre fer. Pour les bruits les plus faibles, une certaine ressemblance pourrait être trouvée avec une pointe métallique qui frapperait un morceau de bois dur, comme du buis par exemple. Mais pour les sons les plus violents, le martèlement de maillet sur le pavé ou sur le plancher serait encore insuffisant. D'autres témoins, tels que le docteur Ménard de Bacqueville, M. Edmond Rousselin, juge suppléant au tribunal d'Yvetot, Alphonse de Verton, propriétaire à la ville de, affirmèrent qu'ils avaient eux-mêmes constaté des faits semblables, après s'être assurés qu'aucun des habitants du presbytère ne puisse les déclencher de manière naturelle. Valentin François Andrieux, géomètre à Yerville. Étant allé à Sitteville, je fis une visite à M. Tinel, qui me dit que des choses extraordinaires se passaient dans son presbytère, que probablement la science n'en connaissait pas encore la cause. Charles Jules de Mireville, propriétaire à Gomerville. Après avoir longtemps entendu parler des faits de Sitteville, je me décidai un jour à m'y rendre, et subitement, pour y mener mon enquête personnelle. Charles de Mireville, écrivain, fut l'un des meilleurs spécialistes du XIXe siècle en démonologie. Son ouvrage de 1841, intitulé « Le peuple ramené à la foi par des raisons et des exemples », ne suffit pas à lever l'ambiguïté de ce personnage qui, parallèlement à son militantisme religieux visant à la moralisation des classes inférieures, s'intéressa de très près au spiritisme qui naissait en Europe et à bien d'autres sciences occultes. Après que monsieur le curé m'eut fait visiter les lieux, je passai la première nuit dans la chambre des enfants. Espérons que vers minuit, l'heure fatale comme l'on sait, l'agent mystérieux viendrait signaler sa présence. Rien ne se produisit. Au réveil, Clément me fit remarquer un grattement assez fort sur sa paillasse. Pensant que cet enfant pouvait très bien produire lui-même ce son, je prévins l'esprit qu'il ne me convaincrait qu'en changeant le théâtre de ses opérations. Je constatai alors que le bruit se manifestait partout où je lui commandais d'aller. Je me décidai à entreprendre une série d'expériences afin de mieux cerner l'intelligence de la cause qui engendrait tant d'effets. Je commençai par établir un code de coups frappés qui permettait à cette intelligence de communiquer clairement. Je lui fis d'abord battre la mesure de quelques airs populaires. Ensuite, il me restitua le rythme du Stabat de Rossini et de la valse de Guillaume Tell, après que je les lui eusse fredonnées, car elle semblait ignorer ces pièces. Il fut capable d'épeler mes prénoms et ceux des membres de ma famille.
Au cours de ces longues veilles, j'acquis la conviction que mon interlocuteur était de nature surhumaine. Lorsque le juge lui demanda si, selon lui, un pauvre berger ne sachant ni lire ni écrire pouvait être à l'origine de tels prodiges, Mirville répondit qu'en raison même de cette ignorance, il ne le croyait pas capable de les avoir produits seul, mais bien avec l'aide d'une force occulte et intelligente. Joseph Bernard Foulonge, domestique à Sideville. Le jour de l'an, Torel passant par ma barrière, je lui dis « Vous n'en passez pas moins pour être sorcier et mettre le trouble dans la paroisse de Sideville. » Et Torel me répondit « Ça me plaît à moi d'être comme ça. » Lors du jugement, la Cour estima qu'en vertu de la nature mystérieuse des faits, de l'absence d'explication raisonnable, il était impossible d'en attribuer la responsabilité à quiconque. Elle considéra par ailleurs que Torel, s'étant lui-même vanté d'être l'auteur des phénomènes survenus au presbytère, ne pouvait s'estimer diffamé si on l'en accusait. Qu'ayant essayé, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite de s'approcher du prêtre et de le toucher, il avait mis celui-ci en état de légitime défense. Le berger fut donc débouté de son action et condamné aux dépens. Voilà, monsieur, des faits qui se sont passés chez moi, qui se sont renouvelés sous mes yeux pendant 3 mois, et que grand nombre de témoins affirment avoir vus. Qui les a produits? Ce n'est pas à moi de répondre. Seulement, monsieur, je veux que vous sachiez bien que jamais la jonglerie ne pourra produire de pareils faits. Vouloir chercher là l'explication, c'est tourner le dos à la cause. Ces phénomènes ont rencontré sans doute bien des contradicteurs qui se sont contentés de rire, mais qui n'ont pu et ne pourront jamais donner une raison sérieuse pour les repousser. Ce n'est pas possible, disent-ils. Et dès lors, on met de côté le témoignage des hommes, le témoignage des sens. On néglige presque sa raison. On aime mieux se croire fou que d'ajouter foi à ses faits. Pardon, monsieur, de ces quelques réflexions, et veuillez bien me croire avec respect et considération. Vers la mi-février, l'évêque de Rouen ordonna le déplacement des 2 enfants. Leur départ mit définitivement fin au phénomène. Que sont devenus les acteurs de cette curieuse affaire? Tinel est resté dans la paroisse jusqu'en 1859. 3 ans plus tôt, il avait instauré à Sideville un pèlerinage à Notre-Dame de la Salette. L'apparition de la Salette a elle aussi donné lieu à un procès à Grenoble, au même moment que celui de Yerville, dans le même contexte politique et religieux. Ces relations entre les 2 affaires ont attiré notre attention car certains spécialistes avaient envisagé l'hypothèse de machinations destinées à raffermir la foi du peuple. Torel a quitté le métier de berger pour s'installer sur une petite ferme qui venait peut-être d'un héritage de sa femme. Il était lui-même devenu un guérisseur très renommé. Après sa mort à Menneville en 1886, selon la rumeur publique, sa tombe faisait l'objet d'un culte païen, si bien que l'évêque et le préfet en ordonnèrent la destruction. Quant à Girard, on en a complètement perdu la trace. Et Mirville. Mirville, lui, a publié dès 1851 les greffes du procès à l'intention de l'Académie des sciences morales et politiques. 2 ans plus tard, il décrit de nouveau l'affaire dans un imposant mémoire intitulé « Des esprits et de leurs manifestations fluidiques ». Et c'est grâce à ces ouvrages que Sideville a connu un tel retentissement et a retenu l'attention des parapsychologues de plusieurs pays. Ces spécialistes, qui étaient-ils? Généralement des gens beaucoup plus sérieux et rigoureux qu'on ne le pense. Les affaires de ce genre et bien d'autres phénomènes inexpliqués sont assez répandus pour attirer la curiosité de nombreux scientifiques. Des médecins, des physiciens s'interrogeaient sur leur nature et dans diverses académies officielles en France et à l'étranger, on créa des commissions d'études. Les conclusions d'hier comme celles d'aujourd'hui sont contradictoires.
Les unes rejettent totalement de tels faits, tandis que d'autres leur reconnaissent une probabilité d'existence. Les tenants de cette dernière position se rencontrent en 1922 lors du premier congrès international des recherches psychiques, en expliquant la nette séparation de la métapsychique et du spiritisme, en commençant à établir une classification et une terminologie précise des phénomènes observés, ils affirment leur volonté de rigueur. Mais 60 ans après, avec l'évolution des sciences et des techniques, pourquoi ces problèmes ne sont-ils pas encore éclaircis? Dans la majorité des cas, les faits sont événementiels et non reproductibles. L'observation directe est donc exceptionnelle. Lorsqu'une telle situation se présente, l'observateur se trouve confronté à une réalité qui bouleverse sa propre perception du réel. Ou bien il se défend par le refus, ou bien il accepte et devient acteur. Dans les deux cas, l'objectivité est sérieusement menacée. La recherche d'une méthodologie d'approche de ces situations et des personnes qui y sont impliquées est un préalable à l'efficacité de la parapsychologie. Celle-ci relève de toutes les autres sciences, mais son centre est l'homme, confronté à un univers fait de matière et d'histoire. Les témoignages semblables à ceux de Sideville sont toujours présents. Une étude sérieuse nécessite l'existence de structures accessibles à ces personnes, où des spécialistes des diverses disciplines puissent, selon les cas, les aider à retrouver leur équilibre et de mener le plus loin possible une investigation scientifique lorsque la dimension physique des faits peut être observée. Si l'on veut, au minimum, pouvoir un jour trancher entre l'existence et la non-existence de ces manifestations liées au pouvoir humain, il est indispensable d'accorder à cette science la reconnaissance de son authenticité. La parapsychologie serait-elle aujourd'hui la seule discipline à s'interroger sur son bien-fondé ?
Merci, c'est pas ça. Oui. Pas trop parler. Maintenant, pour ta pénitence, est-ce que les ténèbres m'entendent la de confession? Oui. Ah, je t'écoute. Mon Dieu, je ne sais quand je fais que je dois voir parce que je dois continuer mon Dieu et finalement et que le péché est de destin.